Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc en train d'enregistrer tout un tas de sujets vous concernant, vous, élus de CSE, et notamment un sujet d'importance primordiale que vous semblez oublier, c'est le rôle de la commission logement. Alors, pour nous aider, j'ai demandé à notre partenaire Osez vos droits de venir nous expliquer quel est le rôle de la commission logement et à côté de quoi vous passez. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui serait bon de rappeler à nos amis élus de CSE sur la commission logement? D'abord, elle est obligatoire à partir de 300 salariés. Donc, dans les structures qui ont ce type d'effectif, on doit l'instaurer. Et donc, c'est au CSE de prévoir cette mise en place. Et puis ensuite, il faut définir les règles de fonctionnement de cette commission. Alors, les règles de fonctionnement, lesquelles conseilleriez-vous? Alors d'abord, il faut définir un plan, par exemple, identifier les salariés de l'entreprise qui peuvent avoir des problèmes de logement, soit simplement accéder à un logement, soit parce que le logement n'est pas adapté à la taille de la famille, soit parce qu'il est vétuste, soit parce qu'il est très éloigné du lieu de travail. Donc d'abord, il faut mettre en place des outils, par exemple de sondage ou de questionnaires, qui vont permettre d'identifier les salariés mal logés. Alors, identifier les salariés mal logés, ça peut paraître comme un peu une intrusion dans la vie privée. Quel prétexte peut-on prendre pour aller voir un collègue et lui dire où tu habites et comment ça se passe? Alors, je parlerai moins de prétexte que d'opportunité. D'abord, on va communiquer avec les salariés en leur disant quel est le rôle de la commission. Pourquoi les élus s'intéressent-ils au logement des salariés? Donc, par voie d'affichage, par des flyers, on va rassurer les gens sur le fait que même s'il y a une forme d'atteinte à l'intimité, c'est toujours dans l'esprit, évidemment, du respect de la vie privée des salariés. Et c'est confidentiel, hein. Les informations que les salariés donneront à leurs élus seront protégées, seront confidentielles. Et c'est simplement pour aider à identifier des problématiques qui se posent à eux. Donc il faut beaucoup communiquer sur la façon dont on collecte les données, comment elles sont stockées, qui peut les utiliser, et ensuite en quoi elles sont utilisées pour aider les salariés à se loger. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations, on se retourne vers notre interlocuteur chez Action Logement et que lui demande-t-on? Alors, on va pas vraiment se tourner tout de suite vers Action Logement. On va d'abord identifier les risques pour le salarié d'être mal logé ou les difficultés pour lui d'être mal logé. Et ensuite, on va essayer de chercher avec lui un process. Donc, si par exemple, il veut acquérir un logement, s'il veut louer un logement, s'il veut simplement rénover son logement, s'il veut déménager, et à partir de là, on va l'aider à monter un dossier parce que Action Logement, quasiment tous les dossiers se remplissent en ligne. Mais il faut savoir où trouver le bon formulaire et pour ça, il faut identifier d'abord le besoin du salarié. Alors, j'imagine, dans ce que vous me dites, que chez Action Logement, comme dans beaucoup d'autres organismes, on n'a plus d'êtres humains avec qui on est en réunion quelquefois au CSE, parce que moi, je me souviens avoir été membre d'une commission logement, et une fois par an, nous invitions notre correspondant, notre collecteur 1% logement, qui n'était pas à Action Logement à l'époque, et on faisait le point avec sur les logements disponibles à proximité de l'entreprise, ou comment, quand il y avait des mutations, on pouvait faire en sorte que quelqu'un qui soit muté trouve un logement à côté du lieu de l'entreprise après sa mutation. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contact avec un être humain chez Action Logement. Alors, je dirais pas ça. On remplit un formulaire, donc il y a forcément un conseiller à un moment donné qui va nous contacter. Il y a même un accompagnement social qui est prévu par Action Logement. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais l'intérêt, c'est quand même de pouvoir rencontrer une personne et d'expliquer l'urgence de sa situation ou la précarité de sa situation. Mais c'est vrai que la première porte d'entrée, elle est quand même dématérialisée. Peut-être que ça peut paraître déshumanisant, mais normalement, il y a quand même un contact avec un conseiller d'Action Logement. Alors, on peut rappeler toutes les missions d'Action Logement qui ne sont pas simplement de mettre à disposition des logements pour les salariés, mais il y a aussi tout un tas de mécanismes de prêt pour la rénovation, pour l'acquisition, etc., etc. Exactement. En fait, quand vous allez sur le site d'Action Logement, vous avez des systèmes de passes. Alors, on les connaît sous les appellations de passe travaux, passe rénovation énergétique, passe rénovation pour le handicap. Il y a donc des prêts qui sont accessibles de 20 000 à 40 000 euros avec des taux de 0,5 à 1% pour le type de prêt. Et puis ensuite, eh ben, on définit le mode de remboursement qui s'étalonne généralement sur 24 à 36 mois. Donc c'est vrai qu'on peut quand même lever des fonds, ne serait-ce que pour rénover, par exemple, ses fenêtres, lorsqu'on est dans un logement dit de passoire énergétique. Oui, on peut même refaire ce chauffage. Moi, ça m'est arrivé. Exactement. J'avais refait tout le chauffage de la maison avec un prêt à l'époque du 1% logement, qui n'était déjà plus le 1% logement depuis très longtemps et qui maintenant a changé de nom. Donc comme ça, on n'a plus de soucis. Vous C'est savez Action d'ailleurs Logement. pourquoi c'est plus le 1% logement?
Ben, parce que il ne correspond plus au prélèvement de Eh ouais, 1% de ouais. la Et masse le salariale. prélèvement, alors c'est pareil, hein, les élus de CSE ignorent la nature de ce prélèvement. On parle souvent de la PEEC, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction. Et aujourd'hui, c'est une taxe de 0,45% de la masse salariale. Et normalement, les élus sont consultés chaque année sur l'affectation de cette somme que l'employeur verse, soit directement à Action Logement, soit y compris dans des projets immobiliers à son initiative. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui reviennent sur la notion de logement de fonction ou logement de service, qui leur permettent d'acquérir des biens et les mettre ensuite à disposition des salariés, ne serait-ce que pour avoir aussi l'opportunité de faire monter des gens de la province vers, par exemple, la capitale, quand on a du mal à trouver des ressources compétentes et faire correspondre ça donc aux emplois que l'on propose. Donc on peut aussi trouver des solutions de logement via son employeur et l'employeur peut utiliser une partie des fonds qu'il aurait normalement à verser à Action Logement pour proposer des solutions de logement à ses salariés. Alors, Action Logement, on se tourne vers eux aussi quand on cherche un appartement à proximité de son lieu de travail. Mais Action Logement, il n'y a pas de magicien chez eux. Quand on est dans un secteur qui est en tension au niveau des logements, on ne trouvera pas quelque chose en centre de Paris, si on n'est pas cadre sup ou cadre sub-sup, on ne trouvera pas quelque chose qui soit accessible tout de suite. Donc, dans ces cas-là, comment on fait pour se loger quand on habite dans Paris intramuros et qu'on ne veut pas quand on travaille dans Paris intramuros, c'est qu'on ne veut pas aller se loger au fin fond du Val d'Oise ou dans l'Oise. Bon, alors d'abord, moi je dis qu'Action Logement, c'est comme quand on va au centre communal d'action sociale, la CCAS de sa ville. On ne peut pas nécessairement toujours choisir vraiment le lieu de vie. On va proposer des lieux privilégiés, des tailles de logements privilégiées, des agréments comme un parking, une cave en particulier. Mais à la fin, on vous proposera ce qui est dans le parc, ce qui est directement accessible au mieux de vos intérêts. Donc on est quand même dans des logements sociaux la plupart du temps. Les logements sociaux sont souvent en périphérie et ils ne répondent pas toujours exactement à tous les critères rêvés du salarié. Mais le but, c'est pas forcément d'avoir à réunir tous ces critères, c'est d'avoir un logement décent, c'est d'avoir un logement digne qui permette réellement de vivre bien et d'être bien dans sa peau. Alors, comment vous déterminez un logement décent par rapport à un logement insalubre, ou indécent et insalubre plutôt? Eh ben, il y a des règles de loi. Le logement insalubre, c'est un logement dangereux, donc qui peut d'ailleurs être repris ou fermé par arrêté préfectoral. Donc on est vraiment dans un logement où, par exemple, la poutre peut nous tomber dessus du jour au lendemain, où les murs sont fissurés de telle façon à ce qu'ils n'assurent plus la portabilité de tous les portants, par exemple. Donc dans insalubre, on pense à dangereux, risque pour la vie hein, du salarié. Par indécent, on pense notamment à ces logements dits de passoires énergétiques, où par exemple on n'a pas suffisamment de fenêtres étanches, on a des planchers qui sont parfois un peu amovibles, on a des plafonds qui sont moisis. Donc indécent, ça veut dire aussi un logement qui n'apporte pas le confort nécessaire. On n'a pas de chauffage, on a des fenêtres fissurées, on a de la moisissure dans la salle de bain, on a des problèmes d'hygrométrie. Tout ça, il va falloir évidemment le rénover. On peut rénover un logement indécent, il faut carrément réhabiliter un logement insalubre. Donc, un 12 mètres carrés à 600 euros dans Paris, c'est indécent. Alors, c'est pas la superficie qui est toujours à remettre en cause parce que la superficie minimale d'un logement, on peut quasiment dire que c'est 9 mètres carrés. C'est un peu la taille d'une chambre standard. Après, on va aussi adapter ça à la taille de la famille. Mais c'est vrai que malheureusement, si vous regardez les critères légaux sur la décence, le nombre de personnes vivant sous le même foyer n'est pas forcément pris en compte. Donc, il n'y a pas un nombre de personnes au mètre carré pour juger la décence de l'appartement. Non, non, malheureusement non. Par contre, effectivement, on va quand même regarder l'aménagement global. Alors, par exemple, quand il y a des règles périphériques. Par exemple, le droit à l'enfant présume qu'un parent doit pouvoir fournir une chambre séparée du reste des parties communes et de la chambre des parents. Et donc, c'est grâce à ce droit à l'enfant, et en particulier la décence que l'on doit pour loger son enfant, qui fait qu'on ne pourra pas avoir une studette normalement à trois avec un couple, un enfant. On est censé avoir au minimum à deux pièces. Donc, vous rappelez dans votre intervention, c'est quand même très intéressant, que la réunion avec son interlocuteur Action Logement est indispensable au moins une fois dans l'année. Oui, et puis il faut aussi que les salariés osent parler de leurs difficultés, soit à trouver un logement digne,
dignes au vu de leurs besoins, au vu de la proximité avec l'entreprise que ça peut induire, dignes au vu des notions de décence ou d'insalubrité dont on a parlé. Et effectivement, pourquoi pas une fois par an, faire même une permanence au cours de laquelle une personne d'Action Logement vient faire la promotion de l'ensemble des services qui sont proposés. Alors tous les services ne sont pas accessibles pour tous les salariés. Il y a des fois des questions d'ancienneté, des questions de revenus, des questions de quotient, des questions d'âge. Mais c'est bien quand même de se renseigner avant de rejeter le fait que rien ne me concerne. Alors n'oubliez pas, alors on dit qu'une commission est obligatoire à partir de, etc., mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire qu'elle est interdite. Vous pouvez, même en dessous du seuil de 300, qui est le seuil à partir duquel la commission logement est obligatoire, décider de donner à un élu la mission de s'occuper des relations et du logement des salariés de l'entreprise. Je crois que ça, c'est quelque chose que les élus oublient parce que dans le discours avec l'employeur, quand on dit à l'employeur il faut ça et l'employeur dit c'est pas obligatoire, on lui répond oui mais c'est pas interdit. Oui, alors il faut surtout rappeler à l'employeur qu'il a quand même une obligation de sécurité de résultat. Ça passe aussi indirectement par le bien-être du salarié. Le bien-être du salarié, c'est pas uniquement quand il est dans l'entreprise, c'est aussi quand il y arrive. Quelqu'un qui vit mal en dehors de l'entreprise parce qu'il est mal logé, parce qu'il est trop loin de l'entreprise, et il va venir avec ses angoisses, il va venir avec ses problèmes, et ça, l'employeur ne peut pas l'ignorer. Alors, il n'est pas là pour lui fournir un logement, mais il peut tout à fait s'intéresser au mal logement de ses salariés. C'est quand même un minimum en termes d'humanité. Et puis les élus peuvent tout à fait, à travers le spectre aussi des œuvres sociales. Les œuvres sociales, c'est aider les personnes en difficulté, les plus démunies, aider notamment à ce que les salariés trouvent une solution, soit par exemple en les adressant directement avec ce logement, soit en allant, y compris solliciter une assistante sociale de la commune où réside la personne, soit par exemple en demandant une assistance directement auprès de la préfecture. Alors, je crois qu'on a fait le tour. D'ailleurs, maintenant, au niveau des petites vidéos webcam que vous voyez régulièrement et que vous êtes de plus en plus nombreux à voir, vous pouvez directement poser des questions à notre intervenant Fabrice, juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et Fabrice ou moi-même vous répondrons pour vous aider à aller sur cette mission de commission logement si vous ne savez pas par quel bout prendre le problème avec votre employeur qui rechigne peut-être un petit peu. Mais bon, là aussi, pour la création des commissions, on y reviendra dans une autre vidéo. Il y a une manière de créer les commissions qui peut s'affranchir de l'aval de l'employeur. Merci Bon. Fabrice. Merci beaucoup.